Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune qui avait donc fait de l'adhésion au BRICS une priorité. Il en a parlé maintenant depuis plusieurs mois. Il avait annoncé clairement que l'année 2023 serait couronnée justement par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Eh bien, l'Algérie rejetée, refoulée, la montagne a-t-elle donc accouché que d'une souris? On se souvient encore dernièrement dans le cadre de sa visite en Chine sur une chaîne chinoise CCTV. Nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa nouvelle banque de développement en tant qu'actionnaire. Voilà, vous avez cette carte donc qui s'affiche actuellement avec les nouveaux membres et Abdelmadjid Tebboune donc qui avait parlé d'être actionnaire et qui avait donc parlé d'une première injection contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars au sein de la banque du BRICS. Donc l'Algérie qui avait mobilisé tous ses réseaux pour intégrer n'est pas parvenue donc à ses fins puisque le verdict est tombé aujourd'hui en début de journée. Alors pour imposer sa candidature, il y a eu la Russie, il y a eu la Chine, où il a vraiment dit clairement pour lui c'était très important que l'Algérie aujourd'hui en 2023 intègre le BRICS. On va aussi se poser cette question ce soir. Il y a cet échec, il y a cette défaite, cette désillusion, point d'interrogation. Est-ce aussi peut-être un échec diplomatique? On va essayer de comprendre pourquoi c'était vraiment important pour le président algérien, avec une économie algérienne tout de même qui pose question aujourd'hui, manque de solidité, reconstruction d'un système économique, système bancaire, un système financier. Où sont aussi les investissements, les gros investisseurs de cette planète? Est-ce que tous les grands groupes se bousculent pour aller vraiment mettre des fonds et investir en Algérie dans l'environnement, le développement, l'urbanisme, les transports, le tourisme? C'est ça aussi le BRICS. Il y a le PIB, il y a le nombre d'invités, mais il y a aussi cette économie en devenir. Donc on va essayer de comprendre. Donc vous l'avez à l'écran ici. Donc l'Égypte, l'Éthiopie. C'est une question qui se pose ce soir. En quoi l'Éthiopie est beaucoup plus développée, importante économiquement par rapport à l'Algérie, l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Un groupe qui pèsera donc 36% du PIB mondial et pas loin de 46% de la population mondiale. L'adhésion de tous ces nouveaux pays donc commencera officiellement le 1er janvier 2024. On va revenir sur les raisons de ce rejet, de cet échec. Est-ce que c'est un échec pour le président, pour la diplomatie algérienne? Même si on a vu tout de même dernièrement que soit c'était un peu l'hérésie et l'humour sur les réseaux sociaux, mais surtout qu'il y avait un désintéressement de la population et puis surtout une absence totale des médias, car les Algériens malheureusement ont été privés de débats au sein de plateaux télé, dans la presse écrite, pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, essayer de savoir un peu ce que l'Algérie doit-elle intégrer le BRICS aujourd'hui en 2023. Et à l'heure actuelle d'ailleurs, pour l'instant, rien, même au sein de l'APS, aucun média n'a réagi à ce refoulement, à ce rejet, à cette réponse négative, puisque non seulement l'Algérie n'est pas intégrée au BRICS, mais non seulement elle n'est pas membre observateur. Pour en parler avec nous, Gamal Abina, bonsoir, analyste politique, spécialiste des questions internationales. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Il est avec nous aussi Kamel Mortefi, bonsoir. Il est au Canada, militant politique, il connaît aussi très bien le pays. On vous a eu en début de semaine, vous aviez aussi donné un peu votre avis, Kamel Mortefi. J'aimerais maintenant avoir le vôtre. Est-ce que vous êtes satisfait, mais surtout, vous allez y répondre dans un instant. Est-ce que vous êtes surpris? Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à vous, bonsoir aux invités. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Gamal Abina, je vais commencer par vous. Les résultats sont tombés, le verdict est tombé. Le président algérien en a fait vraiment une de ses priorités, malgré tout de même une question qui se pose, même si c'est le plus grand pays d'Afrique, on le sait, il y a toutes ces ressources, ces richesses en termes d'environnement, de soleil. Il y a vraiment un pays où il y a vraiment de quoi faire en termes d'agriculture. Entre autres, il y a ces hydrocarbures, richesses naturelles, entre autres, il y a le tourisme. Enfin, il y a tout un pays vraiment et toute une jeunesse aussi en devenir. Mais est-ce que quelque part, d'abord, êtes-vous étonné vraiment de cette réponse? Et puis est-ce que quelque part, le président algérien,
il n'était pas dans la bonne compétition. Est-ce que c'est pas, il est pas, voilà, enfin, je ne pourrais pas cette comparaison. Il y a parfois les championnats locaux de football et il y a la Ligue des Champions. Est-ce que vraiment en 2023, l'Algérie pouvait être en lice et intégrer le BRICS? Alors oui, a priori non, elle ne pouvait pas l'intégrer, mais c'est pas pour des raisons qu'on peut imaginer. La première chose, c'est que d'abord, c'était le premier débat dans les BRICS, c'est est-ce qu'ils acceptaient ou pas l'élargissement. C'est ce qui a été discuté le premier jour. Parce que deux pays étaient opposés à ça. L'Inde et le Brésil ne trouvaient pas intéressant d'élargir parce qu'ils considéraient qu'ils pouvaient pas perdre de leur influence. Ensuite, et surtout parce qu'on sentait bien avec les autorités algériennes, au fur et à mesure de l'avancée de cette réunion, qu'il y avait des rencontres qui se faisaient de façon très formelle et de plus en plus informelle. Pour dire quoi? Pour dire simplement que finalement, on sera peut-être membre observateur parce qu'on n'a pas encore la capacité de pouvoir intégrer. Alors, les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été intégrés n'ont pas encore été dites, mais on imagine qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en considération. Premier élément, et on va en parler tout à l'heure certainement, c'est la question du PIB et de la diversification économique. La seconde raison, effectivement, c'est une demande tardive, finalement. Ça n'a pas été négocié tôt, c'était assez tard. Hein. Les Algériens n'ont pas préparé le terrain suffisamment tôt, et on sent bien que c'était une volonté politique pour marquer le coup. C'était un vrai challenge qui avait été fait par le président. C'est avancé un peu rapidement, malheureusement, mais ce qui est certain, c'est que les motivations ne se justifient pas seulement sur le terrain économique. Par exemple, le PIB de la Turquie est de 1000 milliards, et pour autant, la Turquie a été refusée pour des raisons politiques, non pas pour des raisons économiques. Donc, l'Algérie, sur un plan politique, aurait pu être acceptée, mais sa faiblesse était économique. Pas assez de diversification à l'export, pas assez de solidité économique si jamais il y a un retournement des marchés, par exemple, au niveau du gaz ou du pétrole. Certainement un problème peut-être de transmission à la jeunesse d'une certaine économie et d'un certain pouvoir. Puis surtout, la chose la plus importante, c'est que l'Algérie arrive quand même avec vraiment le principal problème qui se pose, c'est qu'ils arrivent tard et surtout ils arrivent avec des ambitions grandes, c'était louable, mais avec une infrastructure économique qui n'était pas au rendez-vous, une infrastructure financière qui n'était pas au rendez-vous, et une volonté affichée de se rapprocher des BRICS avec deux pays qui étaient favorables immédiatement, c'était la Chine et la Russie. Le troisième, qui était le Brésil, pouvait être plus ou moins favorable. L'Afrique du Sud, traditionnellement proche de l'Algérie, n'était pas très favorable, et l'Inde était totalement opposé. Donc il faut l'unanimité. Alors c'est pas le seul pays, il y a aussi, si je ne me trompe pas, il doit y avoir 9 autres pays qui avaient demandé à adhérer, qui ont été écartés. Donc, pour l'autre aspect, on va en parler peut-être tout à l'heure, de l'Éthiopie qui est rentrée dans les BRICS, elle est rentrée parce que ça a été préparé, l'Éthiopie. C'est un pays qui n'a pas un très grand PIB, mais qui a une croissance soutenue de 10% par an. Et surtout, c'est la nouvelle plateforme industrielle de la Chine. Il y a 5 zones économiques spéciales en Éthiopie qui font que la Chine a pesé de tout son poids en Éthiopie. Vous dites que, effectivement, économiquement, non, peut-être, mais politiquement, oui, il y a beaucoup d'analyses, d'observateurs et de militants politiques qui disent justement, le problème de l'Algérie, c'est tant qu'il n'y a pas de projet politique, tant qu'il n'y aura pas de légitimité politique. On ne peut pas dire qu'il y a une ouverture d'esprit, qu'il y a une démocratie en Algérie, que les partis d'opposition puissent aussi militer, travailler normalement. C'est une question qui se pose. C'est ça aussi peut-être le BRICS, c'est d'avoir une stabilité politique déjà à l'intérieur. Non, je pense pas, parce que la Russie est toujours dans les BRICS, évidemment, et c'est plutôt instable en ce moment avec la guerre. Et la question politique interne n'intéresse pas du tout les dirigeants des BRICS. Je dirais à part Lula, qui est un grand démocrate, ou les Sud-Africains, sinon le reste, c'est pas vraiment des démocrates. On voit ce qui se passe en Inde, c'est quand même assez particulier comme système de caste, système d'exclusion. On voit la Russie, bon, on peut pas parler de grande démocratie. La Chine n'est pas du tout une démocratie. Donc les questions de politique en termes démocratiques ne sont pas abordées. Les questions de sécurité, là, je vous l'accorde bien volonté, pas de légitimité, mais de sécurité, parce que la Chine est sécurisée au niveau politique. Ces questions-là sont largement reprises parce que l'Algérie revient quand même du décennie noir il y a 20 ans, qu'elle se restabilise, qu'il faut du temps et qu'il fallait qu'elle prouve qu'effectivement le pays est très stable, sachant que l'environnement est très défavorable. Après, a contrario, l'Éthiopie sort d'une crise grave puisqu'ils sont sortis d'une guerre contre l'Érythrée. Il y a quasiment Addis Abeba qui a failli chuter. Et pour autant, l'Éthiopie a donné plus de gages de confiance sur un plan économique que ne l'aurait donné l'Algérie, alors que le PIB de l'Éthiopie est 2 fois inférieur, mais 10 fois plus diversifié. Merci Gamal Abina, restez avec nous. On va qu'on diffuse cette une de l'APS, hein, c'était en décembre de 2022. Vous allez voir, je vous laisse regarder.
Alors ça devrait arriver. Voilà, c'est la une de l'APS. On est en décembre 2022. Voilà, président Tebboune, année 2023 sera couronnée par l'adhésion de l'Algérie au BRICS. On est en décembre de 2022 et vous allez voir aussi défiler dans quelques instants où voilà, il avait clairement évoqué ces 1,5 milliard de dollars. Kamel Mortefi, algérien, vous êtes au Canada. Vous êtes surpris d'abord par ce rejet, ce refoulement. Est-ce qu'on peut parler d'échec? Est-ce qu'on peut parler de désillusion, de défaite pour notamment le président algérien? Est-ce que d'ailleurs il n'était pas seul aussi à y croire? Non, personnellement, je ne suis pas surpris. Lors de la dernière émission à laquelle j'ai participé, c'était à peu près avant le 22 août, je pense, hein, c'était l'année passée. Je l'avais déjà dit que l'Algérie n'a pas intérêt à s'obstiner à y aller vers le BRICS parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas l'économie qu'il faut, elle n'est pas stable politiquement, elle n'est pas prête à intégrer le BRICS parce que si on cherche nos intérêts sont ailleurs. Pour le moment, il faut d'abord stabiliser l'économie, il faut d'abord créer cette confiance entre l'Algérien et ses gouvernants et redynamiser l'appareil économique. Si on en a un d'abord, sinon il faut créer un autre appareil économique avec des instruments modernes, avec des outils modernes et aller ensuite chercher des alliances, chercher à intégrer des clubs à l'international qui vont favoriser et développer l'intérêt de l'Algérie. Mais la question qui se pose actuellement, pourquoi on s'obstine de cette manière maladive à adhérer au BRICS comme ça, alors que nous ne remplissons pas les conditions. L'Algérie ne remplit pas les conditions de son adhésion au BRICS. Qu'est-ce qui nous manque alors? Qu'est-ce qui nous manque? On a cette géographie, le plus grand pays d'Afrique, a toutes ses richesses naturelles, hors hydrocarbures, parce que ça, c'est vrai que c'est exploité, mais c'est naturel. Hein, c'est pas une fabrication, une invention de l'État algérien. Qu'est-ce qui nous manque, Kamel Mortefi? C'est un projet économique, un développement, un pays qui est stable politiquement peut-être aussi, parce que c'est ça aussi là-bas, c'est d'avoir aussi une gouvernance stable qui a confiance aussi en son peuple. C'est que si on regarde le BRICS maintenant au stade où il est, comme organisation qui veut faire face à l'économie occidentale, il est au stade embryonnaire. Donc elle n'a pas évolué depuis 2009, depuis 2001 que l'idée a germé. Donc elle n'est pas encore structurée, elle n'a pas les statuts, elle n'a pas les règlements qui lui permettent de fonctionner. C'est un regroupement de pays qui veulent se débarrasser de l'hégémonie du dollar. Et bon, je m'avancerai pas plus que ça dans cette façon d'analyser le BRICS. Je vais laisser ça aux financiers et aux économistes. Je ne suis pas un. Mais sur le plan polique, c'est quoi l'intérêt de l'Algérie de s'obstiner, de mettre tous ses œufs dans le panier du BRICS, de mettre tous les espoirs dans le BRICS, alors que nous avons des chantiers à l'intérieur de l'Algérie que nous devons d'abord, parce que pour y aller s'asseoir à la table des grands, il faut avoir une certaine force. C'est ça le minimum. On ne peut pas y aller s'asseoir à la table des grands si on se sent faible. Et l'Algérie est un pays fragile. Est un pays qui n'a pas d'économie, est un pays qui est instable politiquement, sauf si on admet l'image que présente le système et le pouvoir actuel, nous ne sommes pas en mesure de nous comporter comme une grande puissance, malgré que nous avons les moyens, si on les avait exploités. C'est vrai que nous avons les richesses minières, nous avons les ressources humaines qu'il faut, que malheureusement que le pouvoir encourage à quitter le territoire national. Nous avons, à un certain moment, nous avions un encadrement au sein de l'administration compétent, mais nous avons poussé à y aller vers une retraite anticipée pour fuir la terreur qui règne au sein de l'administration, pour fuir la bureaucratie. Donc, nous avons un ensemble de moyens que nous pouvons développer pour réellement nous permettre de nous asseoir à la même table que les grandes puissances qui négocient leur place sur
dans le système économique international et même sur le plan géopolitique et géostratégique. Mais cette façon d'aller tambour et trompette sur la scène nationale et internationale en misant tout sur le BRICS. Alors gardez la parole avant de retrouver Gamal Abina. Selon vous, d'après vos constats et vos analyses, donc le pays n'est pas prêt du tout à jouer dans la cour des grands, mais Abdelmadjid Tebboune est quand même chef d'État, président. Il est là maintenant depuis 5 ans. Il connaît mal son pays, il est mal conseillé, il connaît pas son économie, il n'a pas de projet, on lui a pas présenté, il n'a pas travaillé sur un projet économique précis en devenir sur du moyen et du long terme. Il s'est obstiné à demander l'adhésion du pays. Kamel Mortefi, à vous entendre, donc le pays n'est pas prêt. Pourquoi est-ce que Abdelmadjid Tebboune donc a voulu jouer dans la cour des grands? C'est pour dire voilà, j'ai réussi quelque chose. C'est pour inscrire ce point dans l'Injazat Ta'Raïs al-Jamhouria. Le problème actuellement, nous n'avons jamais eu de régime. Je suis désolé de le dire, je ne partage rien avec Boumedienne. Mais les deux chefs de l'État qui avaient placé l'intérêt de l'Algérie avant tout, c'était Boumedienne et Boudiaf. Mais ceux qui vont m'entendre, ceux qui ont fait le parcours politique avec moi, ils vont me dire comment se fait-il que vous faites les éloges de Boumedienne. Oui, c'est vrai que à l'époque, il y avait l'intérêt de l'Algérie avant tout. Il n'avait pas besoin de manipuler le peuple pour le faire adhérer au système ou bien de redorer le blason, l'image du système pour tromper le peuple. Mais l'Algérie passe avant le système. Mais maintenant, c'est l'image du système qui passe avant l'Algérie. Et Abdelmadjid Tebboune veut inscrire l'adhésion de l'Algérie au BRIC comme l'Injazat, alors que je laisserai toujours, je vais parler toujours sous le regard, sous la vigilance des économistes et nous n'avons rien à gagner pour l'Algérien. Le BRICS ne va pas rétablir la situation catastrophique des hôpitaux en Algérie. Le BRICS ne va pas améliorer le bien-être social des Algériens. Le BRICS ne va pas arrêter l'hémorragie de compétences, de cadres en Algérie. Le BRICS ne réglera pas aucun problème si nous ne nous mettons pas au travail, à l'œuvre, pour mettre nos énergies à construire d'abord quelque chose à l'intérieur pour se présenter fort vers l'extérieur. Merci. Je reviens à vous, Kamel Mortefi. Gamal Abina, bon, effectivement, vous habitez aussi, vous êtes à Paris, vous prenez aussi de la hauteur. Voilà, on peut pas dire que vous êtes militant à militer comme ça pour militer, mais quand on écoute ces militants comme Kamel Mortefi, ces Algériens qui ont la vision d'un pays, un pays où le président de la République va se soigner à l'étranger encore en 2022, ça veut tout dire. Il y a des défis aussi au BRICS. D'abord, il y a ces défis en matière de climat, d'environnement, mais aussi de lutte des inégalités. Je le disais hier, notamment des richesses en matière de gouvernance, puis aussi ces questions de corruption. Et puis on sait que voilà, en Algérie, pour aller, le système bancaire est compliqué. Le dinar et sa valeur qui s'échangent dans un square aujourd'hui. Quels étaient les points forts pour ce pays qui aurait peut-être pu intégrer au BRICS, ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout à part la volonté utopique et le rêve utopique du président algérien? Je vais parler du point faible, c'est le système bancaire qui n'est pas du tout au rendez-vous. Là, on est vraiment sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on va comparer deux pays comparables, puisque le pays qui a pris la place de l'Algérie littéralement sur l'Afrique du Nord, on ne parle pas de l'Éthiopie, mais je parle de l'Égypte. L'Égypte est dirigée par des généraux, l'Égypte est dirigée par une caste militaire qui tient pratiquement 70% de l'économie. L'Égypte a une industrie militaire très, très importante, une industrie légère aussi qui fonctionne relativement bien. C'est un pays qui a une taille critique, plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays qui était plutôt aligné
côté américain et qui s'est rapproché des Chinois, des Russes, donc politiquement, ils se sont rapprochés effectivement. L'Égypte, c'est quand même un pays qui est au virage du Moyen-Orient et de l'Afrique, donc stratégiquement, c'est la route des Indes pour les Chinois, les nouvelles routes de la soie plutôt. Et l'Égypte a été carrément le concurrent de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il répondait à des critères que l'Algérie n'avait pas. C'est un pays assez riche, il fait partie des 5 pays les plus riches d'Afrique, un pays très industrialisé, les gens ne se rendent pas compte, un pays très solide militairement, c'est je crois la 12e puissance militaire mondiale. C'est un pays qui a su ménager ses voisins directs, et il n'y a pas de tension particulière, bon à part avec Israël, mais c'est très léger. Et l'Égypte surtout, c'est un pays qui a su gérer ses relations frontalières relativement bien. Il n'y a pas de grande tension, comme je le disais. Donc ce qui se passe, c'est que l'Algérie a été dépassée par l'Égypte, non pas parce que le PIB est plus important, l'Égypte produit très peu, enfin il produit un peu de gaz et de pétrole, mais c'est pas leur principale richesse. Ils ont le canal de Suez qui ramène 3 milliards de dollars par an, mais ils ont surtout une production agricole très importante, industrielle très importante, donc ils répondent à des critères de stabilité. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il y a un projet politique derrière, puisque les richesses en termes d'agriculture, de terre en Algérie, on pourrait passer des heures à énumérer tout ce dont on peut faire en Algérie. Il y a tout à faire, l'environnement aujourd'hui, recycler les déchets, etc. Et je vous laisse terminer. Et aussi pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, l'Éthiopie. L'Éthiopie qui, alors faut s'y intéresser, c'est un pays en devenir, il y a une croissance qui augmente, il y a aussi, ils ont une compagnie aérienne par exemple qui joue un rôle très important, notamment dans le circuit aérien. Mais c'est vrai que quand on se dit, bon, l'Algérie avec le pays que c'est, qui normalement n'est plus un pays en voie de développement, comme certains pays d'Afrique subsaharienne. Alors donc du coup, vous comparez l'Égypte, vous pouvez nous apporter des éléments de comparaison avec l'Éthiopie, mais le fait que en Égypte, ça avance en termes d'agriculture, en matière d'industrialisation, etc. Ça veut dire que derrière, il y a des ministres qui travaillent, il y a des projets qui travaillent, il y a des responsables et des compétences. Est-ce que c'est pas ça le problème en Algérie ? Le problème d'abord, c'est que l'Égypte a une beaucoup plus ancienne indépendance et une indépendance intellectuelle. Ensuite, l'Égypte, c'est l'Angleterre qui contrôlait. Donc il y a une tradition de travail, une tradition d'émancipation par le travail qui est très présente. L'Égypte de Nasser, c'était la nationalisation et en même temps, c'était le développement tous azimuts des grandes infrastructures que l'Algérie vient que récemment finalement de mettre en place. L'Égypte, c'est canal de Suez qui est stratégique, mais surtout là où les BRICS ont réussi un bon coup, et je pense vraiment à la Chine, qui a réussi à rabibocher l'Arabie et l'Iran, deux grands pourvoyeurs de gaz et pétrole, qui a réussi à rabibocher l'Égypte, et c'est pas rien, parce que c'est un coup de maître qu'ils ont réussi, et l'Éthiopie, alors qu'il y a des tensions par rapport au Nil blanc et au Nil bleu, surtout le Nil bleu, avec l'Éthiopie, puisqu'il y a le fameux barrage, le grand barrage de la Renaissance, et pour bien son nom, éthiopienne, qui va prendre beaucoup du débit du Nil, eh bien, ils ont réussi à rabibocher deux pays qui étaient sous tension. Tout ça à l'initiative de la Chine, qui a des investissements lourds en Éthiopie, mais aussi en Égypte. Donc, le rapport politique est évident. Ensuite, la stabilité égyptienne, même s'il y a eu le printemps arabe, elle est revenue, on le sait très bien, et l'Égypte est très influente sur la question de la Libye, par exemple. Donc tous ces éléments font que politiquement, l'Égypte a su jouer son coup, l'Algérie n'a pas su le faire. Ensuite, c'est vrai que sur Qu'est-ce qui a manqué alors en Algérie les 10 dernières années, quoique les 10 dernières années d'Abdelaziz Bouteflika, il était malheureusement très malade, donc c'est pas spécialement lui qui dirigeait, on pouvait le comprendre, mais voilà, qu'est-ce qui manque en Algérie? C'est vrai que c'est un pays jeune en termes d'indépendance, même si aujourd'hui certains parlent beaucoup d'indépendance territoriale, mais politiquement, ce sont cette gouvernance qui n'est pas à son rôle. Tout à l'heure, je regardais, après je vous donne la parole, je lisais un post où on nous disait le jour où le politique fera des politiques, l'économiste fera de l'économie et le militaire fera du militaire, peut-être que nous intégrerons le BRICS. Alors la problématique qui se pose, c'est que la différence entre l'Algérie et l'Égypte, c'est que, et ça j'ai aimé ce que disait votre interlocuteur, j'ai pas retenu son nom malheureusement, c'est que effectivement l'Égypte a une stabilité politique lourde. Alors c'est une stabilité tenue par l'armée, largement, on le sait, puisque l'Égypte c'est effectivement la révolution de Nasser et de Naguib en 52, ce qui fait qu'il consacre un pouvoir militaire, comme l'Algérie au demeurant 10 ans plus tard. Mais l'Égypte, c'est surtout une stabilité continue, c'est-à-dire que à part la présence très courte des frères musulmans en Égypte de Morsi, immédiatement l'armée reprend le pouvoir, mais l'armée stabilise l'économie parce qu'elle tient l'économie. Ensuite, comme je le disais, la différence entre l'Égypte et l'Algérie, c'est pas qu'ils sont plus démocrates, ils ne sont pas plus démocrates que les Algériens, loin s'en faut. C'est qu'ils savent stabiliser le pays, ils savent rassurer leurs interlocuteurs et ils ont une tradition anglo-saxonne. Il faut quand même rappeler un truc qui est quand même pas anodin. La plupart des pays qui sont entrés dans les BRICS, les récents, je veux dire, les 6 pays, c'est soit des hispanophones, soit des anglo-saxons. On parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie, on parle de l'Arabie Saoudite, on parle de
bon, à l'Iran, c'est pas anglo-saxon, l'Iran c'est notre puissance, mais il n'en demeure pas moins que l'influence anglo-saxonne est très forte. C'est des pays qui ont réussi à coup de maître, que n'ont pas réussi la Turquie, qui est plutôt proche de la tradition française, que n'ont pas réussi l'Algérie. Donc on sent bien qu'il y a un hiatus entre d'un côté les anciennes colonies françaises qui ont du mal à décoller, et de l'autre côté les anciennes colonies anglaises ou anglo-saxonnes ou influencées par l'Angleterre, qui manifestement réussissent beaucoup mieux sur le plan économique. Donc la problématique en Algérie est essentiellement économique, pas politique. Politiquement, les Algériens sont très proches des BRICS, mais économiquement, ils tiennent pas la route, malheureusement, pour le moment. Donc pour vous, on peut faire de l'économie sans politique. Ah bah oui, on le voit bien avec la Chine. La Chine, il n'y a absolument aucune politique, il n'y a pas d'opposition, il y a juste de l'économique. Mais ça fonctionne, parce que depuis 40 ans, les Chinois, depuis Deng Xiaoping... Non, mais peut-être que la politique de Xi Jinping, justement, elle est dans un objectif de réellement développer le pays. Il y a des défis au BRICS. Par exemple, c'est ce problème de corruption. On ne va pas se le cacher. En Algérie, aujourd'hui, il y a cette question de corruption qui se pose. Je ne suis pas sûr que que ce soit un élément favorable pour avoir sa bonne place. Alors, le but, c'est pas d'intégrer le BRICS, bien sûr. L'intégration des BRICS, pour répondre à ce qui était dit tout à l'heure par rapport à l'intégration des BRICS, l'intérêt de l'intégration des BRICS, c'est pas tellement le fait d'être dans la cour des grands, parce que l'intégration des BRICS, c'est l'accélération des investissements, des fameux IDE, des investissements directs étrangers qui viendraient de Chine, qui viendraient évidemment d'Inde peut-être, qui viendraient certainement d'autres pays, mais il est certain que c'est pas ça l'intérêt, c'est surtout une posture de prestige que voulait avoir le président de la République. Malheureusement, il n'en avait pas les moyens parce qu'on n'est pas encore suffisamment développé sur le plan bancaire. Rien que le plan bancaire, on est absolument inexistant pour pouvoir garantir. Il le savait selon vous, il le savait le président. Il a parié. Il s'en est pété, il n'a pas arrêté. Enfin, donnez-moi votre réponse, mais à votre avis, il le savait, il est conseiller, il voit son pays aussi. Enfin, il y a. Alors, il le savait, il savait qu'on était faible économiquement, qu'on ne répondait pas aux critères. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a parlé de membres observateurs, qui n'a pas non plus malheureusement abouti. Mais ce qu'il savait aussi, c'est qu'il pariait sur la bonne relation politique qu'il avait développée avec ces pays, avec l'espoir de s'arrimer. Je prends l'exemple très concret. La Grèce rentre en Europe, non pas pour les raisons économiques, la Grèce est un pays du tiers-monde quasiment. Elle rentre en Europe pour les raisons politiques. Donc il a dû faire ce pari, c'était un pari un petit peu risqué, qu'il n'a pas gagné, mais aujourd'hui on sait que l'Algérie veut rentrer dans les BRICS et j'espère, maintenant je vous dis, c'est pas un vœu pieux, j'espère qu'à la suite de cet échec, l'Algérie va tout faire pour rattraper son retard et que l'économique, enfin, ça a été dit par votre invité, que les économistes, ceux qui font l'économie, fassent leur travail d'économiste et qu'ils soient plus embêtés par le politique. Kamel Mortefi, peut-être une réaction sur les éléments que je donnais tout à l'heure sur un constat, vous l'avez fait d'une certaine manière. Comment le pays peut-il changer demain? Comment peut-il se réveiller? Je lisais tout à l'heure ces personnes qui disaient mais la problématique c'est qu'on ne sait pas qui dirige, les économistes ne peuvent pas faire leur travail, les politiques ne peuvent pas faire leur travail, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de contre-pouvoir aussi à un moment donné, parce que là, sortir de cet échec, de cette désillusion, de cette défaite, si elle est qualifiée de telle, c'est qu'à un moment donné, il faut que derrière ça bosse, mais il faut aussi que peut-être le pouvoir ouvre un peu plus les différents champs d'intervention et que les gens puissent travailler. D'abord, avant de répondre à votre question, il faut juste clarifier quelque chose. Rapidement, il ne faut pas comprendre que nous nous réjouissons de ce revers que vient de subir l'Algérie, parce que ce n'est pas l'Algérie qui a échoué, c'est le système qui a échoué. D'accord ? Donc, cette non-acceptation de la demande d'adhésion de l'Algérie au BRICS, ce n'est pas l'échec de l'Algérie, mais c'est l'échec du personnel détenant du pouvoir. De plusieurs années aussi, hein. C'est l'aboutissement de plusieurs années. On parle du président actuel, mais bien évidemment, c'est pas lui qui a mis le pays dans cette situation qui refoule notamment l'Algérie aujourd'hui au BRICS. Quand on parle des tenants du pouvoir, c'est ceux qui ont eu le pouvoir en 62 et le transmettent de génération en génération, de manière clanique, de manière à l'intérieur du système. Donc c'est ce qu'on appelle le système politique. Mais si on regarde les nations qui ont réussi, chaque nation a ses spécificités. Sur le plan sociologique, sur le plan politique, question de parcours, comment ils ont évolué. Le modèle chinois aujourd'hui, nous ne pouvons pas le calquer sur l'Algérie et attendre les résultats dans 5 ans. C'est pas possible. C'est un modèle qui a été implanté depuis Mao Tse-tung jusqu'à maintenant. Donc, ils ont instauré un système dictatorial, mais ils ont investi sur les ressources à l'intérieur de leur pays. Ils ont construit des universités, ils ont construit une conscience nationale, ils ont construit un tissu d'intellectuels, un tissu de scientifiques. Ils ont
jeté les bases d'une économie et maintenant, ils sont en train de récolter les fruits. Les Russes, la même chose. L'Algérie avait commencé après la guerre de libération. Quand j'ai fait référence à Boumedienne, c'est pas parce que je l'aime, mais c'est un personnage despotique, c'est un régime despotique. Mais il y avait de la formation de cadres. On ne peut pas construire une nation sans ces cadres. C'est impossible. Mais il y avait les universités qui avaient investi sur la qualité de la formation. Il y avait de la formation à l'extérieur du pays. L'administration et le secteur économique algérien avaient des cadres sur lesquels compter. On avait des médecins, on avait des enseignants, on avait les moyens, les ressources humaines pour faire face à une dynamique de construction en Algérie. Mais nous avons brisé tout ça. Nous avons détruit tout ça. Aujourd'hui, il n'y a rien en Algérie. C'est une terre brûlée. Il faut le dire. Tous les cadres algériens sont soit à l'étranger, soit en retraite anticipée. Nous ne pouvons pas construire quelque chose en Algérie avec un modèle qu'on va importer de Chine ou de notre. On doit construire quelque chose qui nous appartient à nous-mêmes, qui va corréler avec notre mentalité, avec nos habitudes. Nous avons habitué l'Algérien à un système démocratique plus ou moins ouvert, une certaine liberté d'expression, une certaine liberté de création. Si nous avons consolidé ça et encouragé plus d'ouverture, plus de liberté d'entrepreneuriat, plus libérer les initiatives, avec une certaine démocratisation dans le champ politique, laisser le peuple choisir les meilleurs, choisir ses compétents, dans un cadre avec des règles du jeu bien établies, qui sécurisent l'alternance au pouvoir sans passer par la violence, c'est-à-dire on va gagner en 5 ans ce que ce pouvoir veut gagner en 100 ans, parce qu'on a ramené le modèle chinois, parce que tout le monde regarde vers le modèle chinois. Le modèle chinois n'est pas applicable dans l'Algérie. C'est vrai que c'est une dictature qui a un système économique performant, mais comme je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine. Mais l'Algérie, elle a quelque chose dans ses traditions. Nous avons expérimenté quelque chose qu'il faut renforcer. C'est cette liberté démocratique qu'il faut encourager. Il faut laisser les partis politiques se craigner. Il faut laisser les cadres, les énergies intégrer les organisations politiques, les organisations syndicales, les organisations économiques et contribuer tous ensemble dans l'harmonie pour construire quelque chose en Algérie. Et on est capable, je vous le dis, en 5 ans, on peut atteindre le niveau qu'on cherche à atteindre aujourd'hui avec une pensée mal intentionnée. Voilà. Merci Kamel Mortefi. Gamal Abina, comment vous expliquez? Alors nous, sur nos plateaux, on essaye tout de même de mettre aussi en parallèle. On évoquait déjà en début de semaine, il y a une réalité sur le terrain. On reçoit des invités qui nous parlent de l'Algérie, d'Algérie, en nous disant voilà où on en est aujourd'hui sur des besoins de première nécessité. Il y a des pénuries actuellement avec un nouveau ministre du Commerce qui arrive parce que l'ancien Kamel Rezig n'a pas réussi à régler des problèmes de pénurie. Enfin, il y a des éléments comme ça précis du quotidien où le pouvoir, la gouvernance aujourd'hui n'arrive pas à régler. Et à la fois, on a l'impression que c'est un pouvoir peut-être qui n'a pas envie d'assumer. À l'heure actuelle, par exemple, il n'y a rien sur l'APS, il n'y a aucun débat télévisé sur cette question. Voilà, est-ce que c'est un échec? Pourquoi est-ce que le président algérien s'est vraiment avancé? Il y a des réalités sur le terrain. Alors je sais que vous participez à certains plateaux, mais les bonnes questions, je pense qu'elles ne sont pas tout le temps bien posées. Est-ce qu'on n'a pas affaire à un pouvoir aussi qui a du mal à assumer, qui a du mal aujourd'hui à vraiment assumer le fait de dire effectivement on n'est pas prêt, on s'est avancé pour pas grand-chose? Bah là, effectivement, on ne se vante pas de ces échecs. Évidemment que c'est un échec. C'était un vœu pieux quelque part, puisque ça n'a même pas abouti sous une forme ou une autre. Même si l'Algérie veut investir dans la nouvelle banque de développement des BRICS, il n'en demeure pas moins qu'avec tous les amis qu'ils avaient dans ce cercle restreint de 5 États, c'est un échec. Après, l'unanimité pour rentrer plus tard, elle doit être faite avec des États qui ne sont pas forcément très favorables, comme les Émirats arabes unis. Mais c'est vrai que quand on compare les Émirats à l'Algérie, on se pose des questions. L'Algérie a un tissu industriel largement supérieur aux Émirats, qui ne fabriquent rien, rappelons-le quand même, à part du gaz et du pétrole. Mais les Émirats ont su installer ce que l'Algérie n'avait pas. C'est un réseau bancaire solide, un hub
aérien Fly Emirates qui est très solide et des relations apaisées avec ses voisins malgré tout. Donc les Émirats Arabes Unis ont séduit parce qu'ils ont un système financier qui est performant, qui fonctionne. Ils ont séduit parce qu'ils ont un tourisme de masse. En 20 ans, ils ont fait 20 millions de touristes. Ils ont séduit parce qu'ils ont montré l'image d'un pays dynamique qui est capable de sortir du tout pétrole, puisque maintenant ça représente à peu près 10 à 20% de leurs revenus, le pétrole et le gaz. Le pays qui produisait que des perles à l'origine est arrivé à diversifier. Alors la question de se dire que c'est un échec, oui c'est un échec parce que l'Algérie avait des atouts nettement supérieurs par exemple à l'Éthiopie. 200 milliards de PIB contre une Éthiopie à 110 milliards, sauf que la croissance éthiopienne c'est 10% par an depuis 10 ans, quand l'Algérie est tournée autour de 2-3%. Ensuite, l'autre aspect, l'éducation en Algérie est très soutenue, il n'y a pas de problème, on ne peut pas dire que ce soit mauvais. Moins bonne qu'en 70, c'est vrai, parce que c'est les grandes années boumédiennes et ils avaient mis beaucoup l'accent sur l'éducation, donc l'université regorgée d'ingénieurs. Aujourd'hui, on les perd à l'étranger, c'est dommage, mais c'est vrai que cet échec cuisant doit remettre en question beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à des pays moins forts que le nôtre, je ne parle pas de l'Iran qui est largement industrialisé, qui va dans l'espace, qui maîtrise le nucléaire, je ne parle pas de la Turquie qui a été écartée pour des raisons politiques alors qu'elle était plus puissante que l'Algérie, je ne parle évidemment pas de l'Argentine, pourtant l'Argentine est un pays qui sort d'une crise considérable économique et qui continue à s'enliser dans la crise. Je parle vraiment des pays comme des pays africains comme l'Afrique du Sud, 358 milliards de PIB, donc c'est pas énorme, on n'était pas loin, et surtout évidemment l'Éthiopie qui est juste au démarrage grâce à ces zones industrielles chinoises de cela. Et la problématique en Algérie, c'est qu'ils auraient dû séduire, comme l'Éthiopie l'a fait, la Chine, énergie pas chère, des cadres formés, un emploi pas cher, enfin ce qu'on appelle la force de travail. Tout cela était les atouts en faveur de l'Algérie, une proximité avec l'Europe et avec l'Afrique qui est indiscutable, des infrastructures très avancées contrairement à l'Éthiopie, et pour autant on n'a pas été choisi. Pourquoi ? Parce que, et c'est là qu'on peut penser qu'il y a une réponse, la stabilité politique de l'Algérie avec la perte de Bouteflika en 2013, c'est à ce moment-là qu'on le perd Bouteflika, pas avant, pas après. Eh bien on a un système qui est en errance pendant 6 ans, après il y a le Hirak, après il y a l'installation d'un nouveau système, le Covid tout ça, donc ça donne vraiment une vision de l'Algérie qui est inquiétante. On a un président qui a envie de bouger et à la fois, là par exemple en proposant cette adhésion, peut-être qu'il aurait pu ouvrir les débats à l'Assemblée, on aurait pu entendre, je le disais, c'est vraiment la base de la démocratie, c'est l'échange, c'est ce contre-pouvoir, c'est important il aurait peut-être pu entre-temps effectivement mettre de l'eau dans son vin et puis dire on n'est pas prêt vu les observateurs, etc. Et c'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas entendu tout ça, les Algériens n'ont pas eu la chance de voir des invités comme vous, pour ou contre, enfin... Et est-ce que c'est pas ça la clé de la solution aujourd'hui de l'Algérie, de ce pays, d'ouvrir vraiment le débat, de regagner confiance au peuple, et ça pourrait effectivement amener peut-être plus tard à intégrer des groupes comme le BRICS, et il y en a d'autres bien sûr. Bien sûr. Là où la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un débat par rapport à ces questions ? Est-ce que c'est une question d'autorité ? Là, on est un peu dans l'autoritarisme, malheureusement, ça aurait dû être discuté, débattu, surtout que là, sur ces questions-là, tout le monde aurait aimé rentrer dans les BRICS avec une certaine confiance en soi, avec une certaine fierté, si ça avait abouti, et ça n'a pas été fait. La question des débats politiques dans les pays arabes en général et en Algérie aujourd'hui particulièrement, c'est qu'on a même l'impression que les présidents n'ont pas de conseillers. Et c'est problématique, parce que M. Tebboune n'est pas un imbécile, mais il se trouve qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui lui ont été échappées, et il a fait un pari. Mais sincèrement, Gamal Abina, sincèrement, je vous demande vraiment mais bon, je sais que vous, la langue de bois, c'est pas du tout votre truc. Mais est-ce qu'il est mal conseillé ? Ou est-ce que derrière, il y a un système qui fait qu'à un moment donné, il n'a pas les clés, il dirige pas, il est maîtrisé, ce président Est-ce que c'est vraiment une question à un moment donné de conseiller on a encore vu dernièrement le 20 août, commémoration du congrès de la Soumam, où il y a une quarantaine de militants qui sont arrêtés. La maison de Karim Tabou a été assiégée pour pas qu'ils sortent. C'est quoi le souci à un moment donné pour qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir ? Parce que ce qui fait le contre-pouvoir, c'est certainement la démocratie, puis ça fait avancer les débats, et puis on gagne confiance en fonction de ses idées, ses priorités. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en général, malheureusement, parce que l'idée de se dire qu'il y a un contre-pouvoir, un grand pouvoir comme le président, c'est une idée qui est un petit peu absente dans les pays arabes et en Algérie. L'autre contre-pouvoir, c'est l'opposition. Il faut l'entendre. Et moi, ce que je regrette en Algérie, c'est qu'on ne laisse pas l'opposition parler. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle puisse s'exprimer pour montrer que le pouvoir est fort. Quand on est fort, on n'a pas peur de l'opposition. Au contraire, on les séduit, on les convainc, on les contre, mais on n'est pas en position de faiblesse. L'autre aspect, la question qui est posée, vous avez dit tout à l'heure, il met de l'eau dans son vin. J'irai de l'eau dans son Célitou pour faire plaisir.
Eh bien, j'ai envie de dire simplement, c'est que, juste pour un petit peu algérianiser l'expression, c'est que je ne sais pas s'il y a des conseillers, sincèrement, c'est possible. Je ne sais pas s'ils sont entendus, c'est important aussi d'écouter les conseillers. Je ne sais pas s'il y a des débats. Je sais qu'il y a des paris qui sont pris. Alors, il y a des paris gagnants, ça arrive quelquefois, et d'autres perdants qui coûtent cher en termes d'image. Donc, c'est vrai qu'il est dommage d'avoir raté un tel virage, alors qu'en vérité, il aurait fallu donner des gages. Le problème de l'Algérie, c'est le climat des affaires qui, pendant quasiment 10 ans, a été calamiteux. On fait des lois, puis les contre-lois, et puis on dit 51-49 et on le change le lendemain, puis après on privatise. Il y a vraiment une mauvaise habitude sur le plan économique qui a été prise et qui est conservée. Alors, j'espère que ça va s'arranger, je vous le cache pas. Moi, je suis pas partie des gens pessimistes, mais quand même, ça fait quand même très longtemps que ça dure, et là, vraiment, cette gifle qu'on a pris, parce qu'il faut être honnête, quand on est refusé par les BRICS avec des pays qui sont moins bons que nous, ont été acceptés, comme je parle de l'Argentine, c'est clairement évident, juste pour les questions de structure économique, je parle des structures financières économiques où l'Algérie est très mauvaise dedans. On n'a toujours pas de banque algérienne en France, on n'a toujours pas de réseau bancaire dans le monde, enfin il y a un vrai problème. Oui, il y a plein de... Et puis parfois, parfois il est le premier du mois et malheureusement les retraités se précipitent pour aller récupérer leur argent. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que dans 2-3 jours après, il n'y a plus d'argent dans les établissements financiers. Les tirettes pour tirer de l'argent, je vous en parle même pas. J'avais un ami dernier au téléphone qui me disait on peut pas acheter sur Internet parce que par exemple on n'a pas de carte, le système bancaire n'est pas mis en place et les livraisons c'est pas ça du tout. 30 secondes, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, alors simplement pour dire que le système financier au sens large du terme, que ce soit bancaire ou finance de marché ou autre, on a d'excellents financiers à l'étranger, vraiment des experts. Je suis impressionné par ceux que je rencontre, ils sont excellents. Hein. On parle d'excellence, même pas de moyens. Et en Algérie, on est très mauvais. Faut être honnête, on est mauvais dans deux choses. Sur la finance de marché, sur la banque et surtout sur la communication. Tous ces aspects-là nous font défaut, ce qui fait que lorsqu'on se lance dans une aventure, une bataille de lobbying par exemple, on est inexistant. Et pourtant des talents, il y en a et des systèmes vraiment, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Kamel Mortefi, vous avez le mot de la fin, l'avenir, voilà. Pas de BRICS. Et maintenant, on continue 2024 tout de même, parce que je pense qu'aussi il y avait un peu de 2024 dans tout ça. Ça vous fait sourire. Le président, il va se relever tout de même. Comment vous voyez les choses, les mois à venir? Ouais, plus le pouvoir subit d'échecs, plus il se met en difficulté par rapport à 2024. Ça, c'est certain. C'est lui, tous les coups qu'il essaye d'enregistrer positivement, pas pour l'Algérie, mais c'est pour sauver le système. Donc c'est un échec pour lui. Mais juste il faut rappeler que chaque pays qui a été choisi dans cette sélection du BRICS, les nouveaux pays ajoutés. Et chacun a son rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer par rapport à sa position, par rapport à sa force économique ou politique. Rappelez-vous juste que Richard Nixon, qui a changé la convertibilité du dollar de l'or vers le pétrole. Et c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'accord de 73 qui rassure les Américains, à partir duquel ils ont négocié avec l'Arabie Saoudite de ne jamais vendre son pétrole en dehors du dollar, et d'acheter les bons de banque avec l'argent, avec le bénéfice, d'acheter des bons de banque américains. Donc l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui sécurise le dollar sur la scène internationale, et c'est pour ça que, j'imagine, c'est la raison pour laquelle les BRICS a fait appel à accepter l'Arabie Saoudite de manière à déstabiliser les États-Unis, à fragiliser le dollar, et c'est ça l'objectif. Voilà. Maintenant, par rapport au discours du pouvoir, c'est un discours basé sur la tromperie. Comme il a dit votre invité, les experts algériens sont excellents à l'extérieur. Mais pourquoi ils ne sont pas aux côtés du pouvoir? Parce que le pouvoir a toujours essayé d'utiliser les experts algériens pour redorer son blason à lui, mais jamais pour sauver l'Algérie. Donc, moi, j'ai rencontré pas mal d'experts en économie dans tous les domaines. Ils me disent que ça ne sert à rien de se frotter à ce pouvoir parce que notre expertise n'est pas recherchée pour sauver l'Algérie, mais c'est pour sauver le système et ça ne nous intéresse pas. Et je termine sur ce mot. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il nous reste une petite minute. Gamal Abina, une réaction là-dessus, rapidement. Une nouvelle ligne a été ouverte vers Johannesburg où 2 ministres, le patron d'Air Algérie était présent. Toute une festoyade, pourquoi pas, c'est bien. Mais ça a été réfléchi, ça va être vraiment, c'est essentiel, ça va
profiter à l'économie algérienne? Il y a vraiment des échanges commerciaux selon vous? C'est quelque chose qui s'est fait pour être fait et puis Bon, l'Afrique du Sud fait partie des BRICS, donc c'était une façon de montrer qu'on est présent. Ils ont ouvert aussi une ligne avec Saint-Pétersbourg. Donc tout ça, c'est des logiques politiques. Ce qui est dommage, là où je vais répondre clairement à vos questions, c'est le fait que Air Algérie ne soit pas un hub aérien en Afrique. On devrait normalement occuper la place de la Turquie, qui dessert 40 destinations africaines. Pourtant, la Turquie, en termes d'investissement en Afrique, c'est pas une grosse rentabilité, mais ils font le travail. Donc si on n'est pas capable de faire ce qu'a fait le Qatar Airways, qu'a fait Fly Emirates, on sera toujours à la ramasse, alors qu'il n'y a aucune raison qu'Air Algérie, qui est une bonne compagnie, ne s'élargisse pas sur le continent africain. Aucune. Merci à tous les trois. Gamal Abina, analyste politique spécialisé des questions internationales, et Kamel Mortefi du Canada. Merci pour vos analyses. Merci infiniment. Merci à l'équipe en régie de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenouk, mon ami, est juste derrière. Eh bien, la discussion continue autour de cette désillusion, de cet échec, malgré l'acharnement du président algérien Al-Umq avec Jamel Taleb. Bonne soirée à tous, prenez soin de vous. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir.